Eh bien bonjour les amis, c'est Raptor, comment allez-vous? Moi c'est ultra bien. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match du 8e de finale, retour entre le LOSC et Chelsea. Donc bien sûr, on le voit un petit peu à l'arrière, hein, les deux t-shirts du LOSC, le maillot, et aussi un petit truc pour faire penser à la victoire de l'Atlético face à Manchester United. Aujourd'hui, la vidéo va être composée de plusieurs rubriques. J'espère en tout cas que ce style de l'avant-match vous plaira. Vous pourrez peut-être le refaire plus régulièrement. Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on est parti pour la vidéo. Let's go! Donc aujourd'hui, les amis, on sait déjà, ça paraît logique, que le match entre Lille et Chelsea va bien se jouer. Même avec les problèmes avec Abramovich, de toute façon, Thomas Tuchel avait dit, dans le pire des cas, je suis prêt à conduire le bus pour emmener mes joueurs à Lille. Donc, ça voulait bien dire que dans tous les cas, Lille affronterait Chelsea pour le 8e de finale retour et qu'il ne gagnerait pas sur tapis vert, tout simplement. Ce qui est bon, ce serait intéressant pour nous, mais ce serait quand même con. Donc, ce match va se jouer au stade Pierre-Mauroy le mercredi 16 mars, donc aujourd'hui à 21h. Je vais vous dire la compo que j'aimerais voir. Donc voilà, toutes les rubriques, tout ça sont écrits sur mon téléphone. C'est pour ça que vous me verrez apparemment ça. Donc la compo que j'aimerais voir, c'est un 4-1-2-1-2. Ouais, là vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui me branle? Je vais vous expliquer ça de suite. Vous allez tout de suite mieux comprendre pourquoi je voudrais cette compo. Donc on sait très bien que Lille doit absolument jouer offensif pour gagner. C'est pour ça que j'aimerais voir une compo en 4-1-2-1-2 avec au cage Léo Jardim, à droite Selic, à gauche Gudmundsson. En charnière centrale, ça bouge pas depuis 2 saisons maintenant. Font Botman. À droite, en milieu droit, Edon Zegrova. En milieu gauche, Jonathan Bamba. En milieu défensif, Benjamin André. En milieu offensif, Hatem Ben Arfa. Et un duo Burak Yılmaz, Jonathan David en pointe. Alors oui, cette compo n'est pas du tout celle à laquelle on s'attend plus à un 4-4-2 très basique ou à la limite un 4-2-3-1. Je fais cette compo pour une raison particulière. Cette compo nous permettrait d'avoir 5 joueurs offensifs, justement, qui pourraient jouer régulièrement et donc proposer plus qu'un 4-2-3-1 où on se retrouve avec que 4 joueurs offensifs. Ça fait encore un joueur offensif supplémentaire et toujours un Benjamin André qui resterait en rôle de joueur vraiment replié vers la défense pour avoir quand même aussi une base défensive solide. Après, comme on connaît très bien Benjamin André, il montrait pour récupérer des ballons, gratter des ballons et potentiellement aider à des contre-attaques potentielles. Maintenant, on va passer à la première rubrique. Donc voilà, c'est un jeu full offensif. Voilà, parce que de toute façon, on va pas se mentir, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Déjà au match aller, on n'avait rien à perdre vu qu'on était les outsiders. Mais pour ce match, c'est sûr, on n'a plus rien à perdre. Il y a de grandes chances qu'on soit éliminé, donc autant tout mettre de notre côté pour essayer de au moins marquer, voire égaliser, ce qui serait vraiment extraordinaire. Après, ce qu'on sait, c'est que si on marque 2 buts, faut absolument pas s'en prendre un. Il faut toujours avoir un break d'avance si on veut espérer au moins aller en prolongation. Et donc ça déjà, c'est chaud. Mais donc voilà, ça, il faudrait jouer une tactique full offensive, basée d'abord sur un jeu vers l'avant, en permanence vers l'avant, avec des passes pour aller casser des lignes et très rapidement monter vers l'avant, des passes, des transversales en profondeur vers les joueurs offensifs rapides, tels que Zegrova ou Bamba, si les deux jouaient. Enfin voilà, un jeu extrêmement offensif. Maintenant, pour la deuxième rubrique, ce serait comment pallier à Renato Sanchez. Parce que effectivement, on sait très bien que Renato Sanchez ne sera pas là pour le match face à Chelsea qui se joue ce soir. Donc il faut pallier à l'absence de Renato Sanchez. Il faut pallier à l'absence d'un joueur qui apporte énormément techniquement, qui apporte énormément de jeu vers l'avant et de solutions. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de passer sur un 4-1-2-1-2 pour permettre d'avoir 2 joueurs ultra techniques en la présence de Hatem Ben Arfa et Edon Zegrova. Effectivement, Ben Arfa n'a pas fait un super match face à Saint-Etienne, mais j'avais remarqué que sur les matchs où Ben Arfa et Zegrova jouaient ensemble, c'était assez intéressant. Et vu que Renato Sanchez n'est pas là, autant tout miser sur nos 2 joueurs ultra techniques
et sur un Bamba des grands soirs, par exemple. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre Zegrova et Ben Arfa ensemble pour le match face à Chelsea. La troisième rubrique, ce sont des rubriques assez rapides, assez courtes, mais voilà, comme il y a plusieurs rubriques, ça peut se comprendre. La troisième rubrique, c'est une potentielle éclosion de Edon Zegrova. Car oui, en cas de titularisation de Edon Zegrova pour pallier à l'absence de Renato Sanchez, parce que je suis désolé, mais si je vois encore, je sais pas, un bricolage avec Timothy Weah à droite, je comprends plus rien. Voilà. Donc, est-ce que Edon Zegrova sera en titulaire? Et si oui, est-ce que ce serait enfin l'éclosion de Zegrova au LOSC? Parce que en cas de masterclass d'Edon Zegrova face à Chelsea, ça pourrait faire comprendre à Jocelyn Gourvenec qu'on a besoin de ce joueur et que c'est pour ça qu'on a mis 7 millions sur Edon Zegrova. Donc est-ce que ça pourrait être potentiellement l'éclosion du jeune Kosovar de 22 ans qui est considéré pour certains comme le Messi du Kosovo? Rien que ça. Voilà. Ce match pourrait être potentiellement le match qui ferait montrer au monde entier les capacités de Edon Zegrova et aussi montrer à Gourvenec et au staff du LOSC à quel point Edon Zegrova est important pour le LOSC. Surtout quand on n'a pas Renato Sanchez pour bricoler. Non, parce qu'on va pas se mentir, hein, mais Timothy Weah, il va pas faire le boulot. Hein. Timothy Weah, c'est un avant-centre. À aucun moment, c'est un ailier. Vaut mieux mettre ça à un vrai ailier de formation, tel que Edon Zegrova. Bon, la troisième rubrique et la dernière, c'est Léo Jardim jusqu'à la fin de la saison. Oui, parce qu'on va pas se mentir. Là, si Léo Jardim sort un très bon match, avec beaucoup d'arrêts, et qu'il permet au LOSC de croire à une potentielle qualification, déjà, ça ferait que, Grbić est de plus en plus loin de la place de numéro 1, là, ça détruirait totalement les espoirs de Ivo Grbić. Secondement, si on arrivait à se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions, ce serait plus une hypothétique titularisation jusqu'à la fin de la saison de Léo Jardim, ce serait une titularisation jusqu'à la fin de la saison de Léo Jardim. Donc voilà, ce match, il y a plein d'enjeux, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il pourrait y avoir, voilà, quelque chose d'intéressant entre Ben Arfa et Zegrova pour pallier à l'absence de Renato Sanchez. Il pourrait y avoir l'éclosion d'Edon Zegrova au LOSC, parce que c'est quand même un joueur très important. C'est quand même un joueur dont on a besoin, dont il faut beaucoup plus faire confiance. Comme Isaac Liadji, dont on a aussi besoin. Voilà, ou André Gomes. Aussi, beaucoup de joueurs techniques dont on aurait besoin dans les matchs comme ça. Même André Gomes, par exemple, à la place de Ben Arfa en milieu offensif. Et de mettre André Gomes et Edon Zegrova, parce qu'on sait très bien que André Gomes joue bien en milieu offensif. Et enfin, Léo Jardim, qui serait déjà, bon, même si déjà il est actuellement numéro 1 quasi tout le temps, enfin même tout le temps actuellement, qui serait numéro 1 jusqu'à la fin de la saison, sûr, et qui pourrait même embêter la place de Lucas Chevalier pour la saison prochaine. Parce que si Jardim fait une super fin de saison, et bah il se pourrait que Chevalier doive encore attendre un an. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après oui, moi franchement, j'ai trop envie que Lucas Chevalier soit là. Mais pour le moment, Jardim est bon. Et je pense qu'on peut espérer une qualification. Je pense qu'on a le droit de rêver. On a le droit de rêver à une qualification. Mais pour ça, il va falloir jouer un jeu totalement vers l'attaque. Il n'y a pas de choix. Enfin, je vais vous donner mon score rêvé et le score qui semble plus logique, malheureusement. Mon score rêvé, ce serait un 3-1. Un petit 3-1. Tu vois, pour qu'on continue, pour qu'on joue les prolongations. Mais voilà, un petit 3-1, on mène 2-0, on se prend un but, et à la 90 plus 2, on marque à nouveau, on met à nouveau break, tout le monde saute de joie, et on va en prolongation. Ce serait quelque chose de malade. Qu'on fasse ça à Chelsea, qu'on se qualifie ensuite. Même au tir au but. Alors d'ailleurs, c'est un truc que je me souviens plus. Est-ce qu'il y a des prolongations ou est-ce que c'est directement les tirs au but? Tiens, dites-moi ça en commentaire. Dans tous les cas, ce sera quand même des prolongations d'une certaine manière. Enfin, je vais vous donner le score qui paraît plus logique. Le score qui paraît plus logique, c'est en faveur de Chelsea. Tout du moins, soit un 2-1 pour Chelsea, soit un 2 partout. Et même un 2 partout, dans tous les cas, ça ruinerait les chances vu qu'on serait éliminé.
Voilà, je vous ai donné un petit peu l'avant-match que pour Lille-Chelsea. Je pense que j'ai été assez complet dans ce que je voulais dire. J'ai à peu près dit tout ce que je voulais, la composition, les scores et quelques rubriques, comme ce qu'on m'avait demandé pour le débrief de Lille-Saint-Etienne. Voilà, je l'ai écouté pour l'avant-match. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire. C'était Raptor, les amis, et bon match pour ce soir.